Tout commence quand Yu découvre qu'il peut posséder n'importe qui pendant 5 secondes. Le seul inconvénient, c'est que son corps reste inconscient au sol comme une serpillière. Au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour le bien, ce salaud s'en sert pour s'amuser, comme regarder sous les jupes des filles ou faire se battre des gangsters qu'il déteste. Mais Yu utilise surtout son pouvoir à l'école pour tricher aux examens. Il possède les élèves les plus intelligents et copie leurs réponses. En agissant ainsi, il devient premier de sa classe. C'est la première étape pour intégrer l'école de ses rêves. Il enquête à la Sherlock Holmes sur les meilleurs candidats. Avec les données recueillies, il triche, est admis et devient délégué de première année. Toutes les filles le draguent, mais il les rejette. Il ne veut que Yumi, la plus jolie. Pour la voir, Yu la suit après l'école. Un camion arrive, il possède le chauffeur. Yu dirige le camion vers Yumi, puis regagne son corps. Il la sauve, blessée à la jambe, il l'emmène à l'infirmerie. Une fois soignée, Yumi offre un déjeuner à Yu pour le remercier. Ils mangent des pancakes en discutant, elle lui demande d'être son petit ami. Il dit oui, l'air détaché mais fou de joie. Le lendemain, Yumei lui propose de rentrer ensemble. Fou de joie, il rit diaboliquement en classe. Sa joie est de courte durée. La radio annonce qu'il est convoqué au conseil étudiant. Le président lui demande de refaire son score parfait aux examens, soupçonné de tricherie. Échec ou refus égale expulsion. Pendant le test, Yu transfère sa conscience dans le président, mais il tient un magazine, ce qui le frustre. Tomori apparaît. Présidente d'une autre école, elle connaît ses pouvoirs, l'enquête depuis des jours. Piégé, Yu s'enfuit en entraînant sa Cendrillon. Yumei tombe, il la laisse et s'enfuit. Dans la rue, des explosions le terrifient. Soudain, Takaju, un intello, apparaît et le plaque au sol. Yu ne comprend pas. Takaju explique qu'il bouge comme Sonic mais sans frein, il s'écrase. Tomori, beaucoup ont des pouvoirs mais c'est une maladie qui disparaît à l'âge adulte. Elle demande à Yu d'intégrer son école, ayant l'accord de son tuteur. Yu, agacé, tente de la frapper mais elle devient invisible et le tabasse. Takaju explique que son pouvoir la rend invisible à une seule personne à la fois. Tomori lui demande de rejoindre le conseil étudiant pour arrêter les abuseurs de pouvoir. Il accepte, Yu rentre, sa sœur Yumei l'informe qu'ils ont des bourses pour Star Ocean Academy. Le lendemain, Yu emménage dans sa chambre. C'est une chambre incroyablement grande. Plus tard, il retrouve Yumei pour s'excuser de l'avoir abandonnée. Il lui dit qu'il ne pourra plus la voir, ayant changé d'école et étant sous surveillance, mais lui demande de venir le voir parfois pour Netflix et chill. Yumei dit que ça la ferait passer pour une harceleuse, mais il insiste égoïstement, alors elle le quitte et sort du restaurant, le laissant choqué et sans voix. Le lendemain, Yumei enfile son nouvel uniforme et fait des pauses Jojo en se préparant pour l'école, et Ayumi lui donne son déjeuner. Quand il demande ce qu'elle a préparé, elle lui dit joyeusement que c'est du riz omelette, mais il est agacé car il en a marre d'en manger tous les jours. Un peu plus tard, Yu arrive à l'école et Tomori fait une apparition surprise avec Takaju et le souhaite la bienvenue. Yu demande si l'école est comme l'école des mutants de Charles Xavier où tout le monde a des pouvoirs surnaturels, mais Takaju dit que non car la plupart des élèves ne montrent que des signes, ce qui les rend susceptibles de développer des pouvoirs plus tard. En traversant le couloir, Tomori explique que les personnes ayant des pouvoirs comme eux étaient autrefois utilisées comme cobayes pour des expériences lorsqu'elles étaient capturées, mais il pense que ce n'est pas si grave jusqu'à ce qu'elle révèle que c'est arrivé à son frère aîné. Yu demande pourquoi ils l'ont recruté pour le conseil étudiant. Elle explique alors que le conseil a une responsabilité très importante, qui est de trouver des personnes avec des pouvoirs dans la nature et soit de les sécuriser avant que quelqu'un d'autre ne les intimide pour qu'ils n'utilisent pas leurs pouvoirs. Du reste sceptique, Tsumori lui promet une belle somme pour qu'Yumei mange correctement, pas ses ordures. En classe, Yu se présente comme un transféré de Hinamori et son énergie Sigma est si forte que les filles tombent sous son charme. Ça le rend heureux, mais quand il voit Tomori et Takaju dans sa classe, il déprime. Plus tard, Yu demande à Takaju comment il est devenu président en première année. Takaju explique que le poste est ouvert à tous, l'important est d'agir avec ses pouvoirs. À midi, Yu ouvre son bento. Le riz omelette d'Ayumi le frustre. Encore le même plat. Takaju apparaît, lui demande ses plans. Yu n'en a pas. Takaju l'invite à la cafétéria pour lui faire visiter. Yu demande pourquoi pas Tomori. Takaju propose, mais Yu refuse. À la cafétéria, toutes les places sont prises. Takaju suggère des sandwichs à manger en classe. Yu fait remarquer que les fils sont comme chez Pizza Hut, mais Takaju dit qu'il gérera ça avec ses pouvoirs. Il fonce à toute vitesse, prend des sandwichs et laisse des pièces. L'onde de choc projette tous les élèves et il percute un mur de verre. Les élèves se demandent si Bakugo a envahi leur monde, mais l'idiot à lunettes retrouve Yu et affirme que la mission est un succès puisqu'il a eu des sandwichs de côtelettes. Yu demande comment c'est un succès alors qu'il est amoché, mais Takaju dit qu'il va bien, son armure sous l'uniforme l'a protégé. Cependant, Yu voit son crâne vide saigner comme la fontaine de Jouvence et lui dit qu'il est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Yu demande ensuite pourquoi Tomori est toujours seul.
Takaju lui rappelle qu'elle est visible pour tous sauf la cible quand elle utilise son pouvoir, et comme tout le monde la voit toujours frapper des gens, il la traite comme un cancer humain. Il révèle qu'elle n'était pas comme ça au collège, mais leur conversation est interrompue quand Tomori les approche et les informe que leur collaborateur veut les rencontrer au bureau du conseil des élèves. Quand ils arrivent au bureau du conseil des élèves, un homme aux cheveux longs, trempé d'huile, Didi, arrive et indique une zone sur la carte. Après son départ, Takaju explique à Yu qu'il est un collaborateur qui localise les personnes avec des pouvoirs et identifie leurs capacités. Tomori l'informe ensuite qu'il sèche dans les cours pour faire une enquête et Yu leur rappelle qu'ils ne sont pas la police. Mais Takaju explique qu'ils doivent atteindre la cible avant la police, sinon la vie sera finie. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'école de la cible et commencent à demander aux élèves des détails sur la cible super puissante, mais Yu refuse de les rejoindre car il ne veut pas perdre de points d'aura. Peu après, Tomori dit à Yu qu'elle a trouvé quelqu'un de suspect et lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour le posséder et fouiller son sac. Quand il demande pourquoi, elle lui dit qu'ils doivent protéger la personne avec les pouvoirs, alors il obtempère. Cependant, le suspect s'enfuit, alors ils le poursuivent et Yu utilise sa capacité pour prendre le contrôle de son corps et vider son sac. Alors que Tomori fouille le contenu, le suspect essaie de l'arrêter, mais Tamu le plaque en un clin d'œil, permettant à Tomori de voir les photos suspectes qu'il prenait de sa bien-aimée. Quand il l'interroge, il dit les avoir achetées à un certain Udo de la classe 2, alors il se dirige vers sa classe. Cependant, il ne le trouve pas là et un autre élève leur indique où se trouve Udo. Alors qu'Udo pratique son tir à l'arc, Tomori apparaît soudainement et lui dit que c'est fini car un de ses clients l'a dénoncé et ils ont trouvé d'innombrables autres photos osées qu'il avait prises avec sa vision à rayon X. Quand elle lui demande pourquoi il fait ça, il dit que c'est parce qu'il a besoin d'argent pour soigner une grave maladie dans sa famille, puis menace de publier une photo osée d'elle qu'il vient de prendre. Cependant, Yu prend le contrôle de son corps et lui tend la photo, alors il lui tire une flèche avec colère. Avant que la flèche ne puisse l'atteindre, Takaju fonce et l'arrête au prix de son propre corps. Tomori avertit ensuite Udo qu'il sera expérimenté s'il n'arrête pas d'abuser de ses pouvoirs et lui conseille de gagner de l'argent honnêtement. Le lendemain, Tomori raconte à Yu son histoire tragique où sa mère l'a abandonné et son frère a été brutalement expérimenté. Ils arrivent bientôt à l'établissement où son frère est détenu et Yu est surpris de voir son frère agir comme un psychopathe. Alors qu'ils se promènent avec lui, Tomori raconte à Yu comment les personnes ayant des pouvoirs sont traitées comme des batteries par les scientifiques et jetées ensuite. Le lendemain, Iume prépare du riz omelette pour le déjeuner de Yu. Et même s'il dit qu'il n'en veut pas, elle le force à l'emmener à l'école quand même. Sur le chemin de l'école, Yu ouvre la boîte et voit qu'elle y a écrit un message d'amour, mais il l'efface car cela le rendrait certainement la risée de tous. Quand il arrive à l'école, Takaju remarque qu'il est de mauvaise humeur. Alors, il suggère un curry de langue de bœuf en édition limitée pour le déjeuner, espérant que ça lui remonterait le moral. Yu craint qu'il n'arrive pas à temps, mais le bolide à lunettes l'assure qu'il s'en chargera. La sonnerie retentit, le Quicksilver de Walmart file hors de la classe et Yu entend un grand bruit, signe d'un nouvel accident. Quand Yu arrive à la cafétéria, il voit Takaju sourire, le visage ensanglanté, l'invitant à manger le curry avec lui. Yu lui conseille d'aller à l'hôpital, mais Takaju essuie le sang, disant qu'il est habitué. Yu goûte le curry, stupéfait qu'il soit aussi bon que les meilleurs plats de Gordon Ramsay, alors il engloutit toute l'assiette. Malheureusement, leur moment est interrompu quand Takaju reçoit un appel l'informant que leur collaborateur revient. Il dit à Yu de le rejoindre au bureau. Une fois là-bas, Takahito, le collaborateur, entre. Yu demande discrètement pourquoi il est toujours trempé. Takaju explique qu'il ne peut utiliser son pouvoir que s'il est mouillé, habillé. Takahito localise un endroit sur la carte avec une goutte d'eau et les informe que le pouvoir de la cible est le channeling. Quand Yu demande ce que c'est, Tomori explique que c'est une capacité permettant de communiquer avec les morts. Alors que Yu tente d'assimiler l'info, Takahito révèle que la cible a une seconde capacité, la pyrokinésie, ce qui choque tout le monde. Cependant, Tomori soulève un problème plus grave. La zone sur la carte est une route, ce qui signifie que la cible se déplace au lieu d'aller à l'école. Ils partent enquêter quand même. Peu après, ils arrivent dans la ruelle indiquée et après quelques minutes de recherche, trouvent des cartons dans un coin. Le carton étant cabossé, Tomori suppose que la cible l'a heurté en courant dans la ruelle, ce qui les inquiète davantage car ils savent maintenant qu'elle est poursuivie. En enquêtant, ils trouvent 2 paires d'empreintes fraîches prouvant qu'un adulte poursuit une fille. Ils courent pour les trouver, ils rencontrent une dame qui dit avoir vu l'idole Yusa être poursuivie.
Bien que le nom dise quelque chose à Yu et Tomori, ils ne peuvent donc pas le situer. Mais Takaju saute de joie car Yusa est l'idole dont il rêve. Juste à ce moment, Yu voit quelqu'un les épier dans un coin, alors elle se précipite pour enquêter. Cependant, la personne mystérieuse la renverse aussitôt. Yu demande à Takaju de l'attaquer avec son mouvement fulgurant. Alors que Takaju fonce, Yu prend le contrôle du corps du suspect, permettant à Takaju de le projeter contre le mur, mais Yu ressent la douleur. Pendant l'interrogatoire, l'homme révèle qu'il suivait les ordres de Taiyohu Television pour trouver Yu-sun. Tomori lui demande qui l'a envoyé. Il jure ne pas savoir, alors elle accepte d'appeler une ambulance. Tandis que l'ambulance l'emmène, un garçon roux nommé Shu les approche et leur demande pourquoi ils sont là. Tomori explique qu'ils sont là pour sauver Yusa, qui est poursuivi. Quand Shu demande comment ils ont maîtrisé l'homme, Tomori dit qu'ils ont utilisé des super pouvoirs. Comme Yusa, il est choqué qu'ils connaissent ces pouvoirs. Tomori affirme qu'ils peuvent sauver Yusa, mais il leur demande de le prouver. Alors Tomori montre ses pouvoirs d'invisibilité. Voyant cela, il accepte enfin de les emmener la voir, mais les avertit que la situation est plus compliquée qu'il ne le pense. Arrivé à la cachette de Yusa, l'idiot à lunettes s'extasie devant sa glorieuse reine, mais Shu révèle que son vrai nom est Misa, pas Yusa. Son partenaire Kota doute d'eux, alors Shu lui raconte comment ils ont maîtrisé l'ennemi qui la poursuivait avec des tactiques de Justice League. Quand Tomori interroge Yusa, celle-ci dit qu'elle pourrait avoir des personnalités multiples, car elle se réveille dans des endroits étranges. Tomori réalise qu'elle peut canaliser des esprits dans son corps et utilise ce pouvoir pour invoquer Misa. Quand elle demande qui est Misa, Kota révèle que c'est la sœur aînée de Yusa, morte dans un accident il y a des années. Misa prend alors le corps de Yusa et commence à tout casser en lançant des attaques de feu dans la pièce jusqu'à ce que Shu l'arrête. Quand Tomori demande pourquoi Yusa est ciblée, Kota dit que c'est parce qu'elle a accidentellement ramené un téléphone d'un producteur influent et a vu des messages révélant ses affaires louches. Tomori demande s'ils l'ont éteint et Kota dit que oui, jusqu'à la veille. Elle souligne qu'ils les ont traqués jusqu'à cette cachette et qu'il est trop tard pour le rendre sans de graves représailles. Même s'ils vont à la police, Yusa sera exclu de l'industrie pour avoir dénoncé ce producteur. Alors Misa suggère d'incendier la chaîne de télévision. Cependant, Tomori n'est pas d'accord, affirmant qu'elle enverrait juste Yusa en prison si elle faisait ça. Après une dispute entre les deux têtes brûlées, Tomori promet de les aider à se sortir de là et ils acceptent de coopérer. Yusa reprend son corps et Tomori dit aux garçons de porter des vêtements ignifuges pour leur plan. Le soir, Yusa rencontre le producteur pour rendre le téléphone, mais il la menace de la lobotomiser. Misa prend le contrôle et grille des gardes. Les garçons éliminent deux autres gardes avec leur pouvoir, tandis que Tomori devient invisible et utilise des mouvements de Jackie Chan sur le producteur, pendant que Misa fait comme si elle lui jetait un sort. Ensuite, Tomori demande à Yusa de les rejoindre à l'académie Star Ocean car c'est le plus sûr pour elle au Japon et elle pourrait servir de cobaye si elle est dehors. Yusa accepte et fait ses adieux à Shu et Koda. Le lendemain, Yu se réveille et Ayumi lui sert du pain perdu, mais il est inquiet car il est étrangement rouge. Immédiatement, il y goûte. Son âme quitte son corps en goûtant ce mélange abominable de sucre et de sauce pizza, mais quand elle demande si c'est bon, il dit que ça va car il ne veut pas la vexer. Bien qu'il ressemble déjà à un zombie, il enfourne le pain et boit beaucoup d'eau. Elle lui conseille de rester à la maison car il a l'air malade, mais il lui assure qu'il va bien. À l'école, tous les crétins de la classe expriment leur enthousiasme à l'idée que Yusa soit transféré et le fan numéro 1, Takaju, les rejoint. Mais Yu est déjà déprimé, sachant qu'une tempête de groupies l'attend à son arrivée. Alors, la prof arrive avec Yusa et elle se présente. Tous les crétins commencent à faire la fête sur leur siège jusqu'à ce qu'elle leur dise poliment de se taire. La prof l'envoie à une place juste à côté de celle de Tomori. Et quand Tomori la salue froidement, tous les garçons la détestent en secret. Pendant la pause, les élèves assaillent Yusa de questions. Elle les satisfait en recréant sa danse Fortnite préférée, rendant Takaju fou. Yu est confus. Takaju explique que Yusa était dans une émission d'information matinale, Movement Morning, et qu'elle jetait des charmes magiques pour que les téléspectateurs se sentent de mieux. Alors qu'il s'enthousiasme, Tomori l'interrompt pour l'informer que le collaborateur revient et elle va vers la place de Yusa pour l'appeler aussi au bureau du conseil des élèves. Arrivée là, Takaju loue Yusa pour ses performances dans ses émissions préférées et elle le remercie. Elle demande leur but, il lui dit que le collaborateur arrive mais qu'elle va voir quelque chose de déplaisant. Takaju arrive trempé, ce qui la fait paniquer, mais il lui assure qu'il ne mord pas. Takahito repère un autre point sur la carte et révèle que leur cible a la télékinésie, ce qui trouble Yusa. Yu lui explique le traçage. Tomori découvre que c'est l'académie Kanae, ce qui la rend heureuse car elle suit leurs événements sportifs dans le journal. Yu lit que l'école a un joueur de baseball vedette avec un nombre absurde de matchs parfaits. Tomori révèle qu'elle a vu leur entraînement après un
match. Elle leur montre une vidéo d'un lancer parfait mais explique que c'est anormal. Le lanceur tient la balle étrangement, ce qui ne devrait pas marquer. Il conclut qu'il altère la trajectoire de la balle pour atteindre sa cible. Tomori dit qu'ils doivent partir l'arrêter avant les qualifications de Koshin. Yusa s'inquiète et rappelle le cours, mais Tomori dit que sauter les cours n'affecte pas les notes des membres du conseil. Quelques heures plus tard, ils arrivent au terrain de l'académie Kanae. Tomori confronte la cible sur sa télékinésie pour contrôler la balle. Il feint l'ignorance. Elle lui dit la vérité, ses pouvoirs disparaîtront avant qu'il ne soit pro, le révélant comme un fraudeur. Elle lui conseille d'arrêter ses pouvoirs car des scientifiques expérimentent sur les gens dotés de pouvoirs. Le gars ne la croit pas. Elle montre son invisibilité et Misa l'aide avec ses flammes. Arifumi ne coopère pas. Tomori suggère un match de baseball entre leurs écoles. S'il perd, il accepte leur demande. S'il gagne, il le laisse tranquille. Tomori demande ce qui le motive, sachant qu'il ne sera pas pro. Il veut aller à Koshin. Sur le chemin, Yu demande comment leur équipe pourra contourner la télékinésie d'Arifumi sans pouvoir. Elle révèle que le plan est qu'ils rejoignent. Le jour du match, l'ami d'Arifumi, Takako, lui demande pourquoi il joue contre Star Ocean. Il répond pour leur avenir. Le lanceur d'Ocean High bat le batteur de Kanae 3 fois de suite. Tomori affirme que le batteur doit être horrible pour que leur lanceur le batte. Le lanceur s'offense et veut quitter le match, mais Yusa le fait changer d'avis avec ses charmes de Magical Girl. Quand Kanae lance, Arifumi utilise sa télékinésie pour plonger la balle dans la main du receveur, Takako. La bande réalise que Takako est aussi une star. Au prochain lancer de Star Ocean, le batteur de Kanae frappe la balle, mais Yusa passe à Misa, l'attrape et la renvoie. Star Ocean est en difficulté. Tomori demande à Yu d'utiliser ses pouvoirs. Yu leur donne l'avantage, mais Takako fait un vol de marbre pour éviter 3 points. Tomori demande à Takaju d'utiliser ses pouvoirs pour la première base, elle le filmera. Takaju manque 2 lancers, frappe le 3e et fonce comme Sonic, l'arbitre leur donne le point. Misa frappe la balle, Star Ocean domine jusqu'à ce que Yu fasse des fautes. Finalement, il frappe bien, tout le monde court, Misa scelle la victoire. Après le match, Tomori demande à Arifumi de ne plus utiliser son pouvoir puisqu'ils ont gagné, mais il dit qu'il les utilisait pour aider Takako, une receveuse de classe mondiale, à être reconnue. Tomori lui conseille de continuer à l'encourager et à travailler dur sans ses pouvoirs, et promet qu'il sera un jour fier de leur réalisation. Le lendemain, en classe, tous les élèves recommencent à aduler Yusa, et ils se demandent quand cette folie prendra fin. Mais Takaju dit que ça n'arrivera jamais car c'est une idole aussi populaire que Sabrina Carpenter. Alors que Tomori vérifie sa caméra, des filles l'entourent soudainement et Yu est intrigué. Mais Takaju dit qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas. Soudain, les filles traînent Tomori ailleurs et Yu remarque que sa caméra est restée sur sa table. Yu suit les filles jusqu'à la cour et observe discrètement l'une d'elles frapper Tomori, affirmant que c'est pour certaines de ses amies. Même si Yu se sent mal pour elle, il comprend leur frustration car les méthodes de Tomori sont un peu trop violentes et extrêmes. Après leur départ, Yu vient voir Tomori et elle lui demande s'il apprécie qu'elle n'ait pas levé le petit doigt contre ses agresseurs. C'est alors qu'elle reçoit un message l'informant que le collaborateur arrive. Quand ils arrivent au bureau du conseil, Yusa lui demande si elle a combattu Madara. Mais elle dit que c'est une foule en colère qui lui a infligé ses blessures. Misa prend le relais et propose de se venger pour elle. Cependant, Tomori refuse l'offre et leur conversation est interrompue lorsque Takahito arrive et les informe que leur prochaine cible a des pouvoirs de lévitation. En entendant cela, Tomori bondit de joie et montre à tous un magazine qui annonce une personne flottante au Japon. Elle dit que seuls les marginaux occultes s'y sont intéressés jusqu'à présent, mais prédit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Puisque la cible est actuellement dans les montagnes, Tomori suppose qu'il y pratique ses capacités et suggère de faire une surveillance à cet endroit jusqu'à ce que Lee se montre. Comme première étape de leur plan, elle suggère d'aller au supermarché pour acheter des provisions pour leur voyage. Au supermarché, Tomori remplit le chariot d'une quantité de maïs suffisante pour une équipe de football. Et quand Yu demande pourquoi, elle dit qu'elle veut faire un barbecue parce que la cible pourrait être un fin gourmet comme Luffy et sauter une fois qu'il sentira l'odeur. Ensuite, elle emballe d'autres articles, mais Yu se plaint qu'elle met trop de choses. Et tandis que les autres les regardent, Yusa est ravie de voir qu'ils s'entendent très bien. Quand elle demande s'ils sortent ensemble, Takaju dit que ce n'est pas possible puisqu'ils viennent de se rencontrer, mais admet qu'ils forment un couple charmant et Yusa affirme qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Arrivé à destination, Tomori dit aux garçons de porter les tentes et l'équipement de barbecue pendant qu'elle et Yusa s'occupent de la nourriture. Mais Yu est surpris qu'ils passent la nuit, alors elle lui rappelle que leur mission actuelle est de faire une surveillance jusqu'à l'arrivée du méchant. Yusa fait remarquer qu'elle n'a pas de vêtements de rechange, mais Tomori dit que ce n'est pas un problème et ils transportent donc leurs affaires dans la région montagneuse.
Ils arrivent bientôt à un endroit où Tomori demande au garçon de monter la tente, mais Yu manque de tomber dans un trou en la montant et elle lui dit que c'est un vieux puits, alors il lui crie dessus de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Après avoir monté les tentes, Yu dit à Yumi par téléphone qu'il ne pourra pas venir dîner ce soir-là et il l'entend tousser au téléphone. Mais quand il lui demande ce qu'il en est, elle dit que ce n'est rien, alors il raccroche. Avec l'aide des capacités de flamme de Misa, les filles installent le grill et font rôtir du maïs et de la viande de barbecue, qu'elles dégustent toutes ensemble. Plus tard dans la nuit, Yusa et Takaju jouent à Elden Ring sur leur Nintendo, et juste au moment où le nerd à 4 yeux est sur le point de prendre l'avantage, Takaju le repousse et bat son personnage. Pendant ce temps, Yu voit Tomori écouter de la musique seule et lui dit donc qu'il est curieux de savoir quelle musique elle écoute. Alors elle lui dit qu'elle écoute un groupe appelé Jean parce que c'est la marque que son frère aime. Il demande la permission de l'écouter. Quand elle l'autorise, il trouve la chanson familière. Elle lui demande ce que ça lui évoque et il répond être seul dans un vaste champ vide. Elle dit que c'est exactement ça, puis révèle que son rêve est de filmer un clip pour Jean. Yu est surpris, n'ayant jamais vu ce côté d'elle. Elle lui offre son enregistreur, pouvant en racheter un avec l'argent du conseil. Plus tard, Toomui décide qu'ils se relayeront pour veiller et dit au garçon de dormir 2 heures. À leur réveil, ils veilleront sur les filles jusqu'au matin. Yu s'endort avec le lecteur, rêvant de sa mère et Ayumei. Takaju le réveille, c'est l'heure de changer. Le lendemain, ils pêchent du poisson ensemble, puis le font rôtir pour le petit déjeuner. Misa passe à Yusa. Pendant qu'elle mange, elle demande à Tomori où se baigner. Tomori l'emmène à une poubelle d'eau chaude, lui donne du matériel. Misa prend le relais, épargnant à la fille oisive la dureté de cette vie. Quand Yu demande un bain, Tomori dit au garçon de se laver dans le ravin. Pendant leur bain, Yu est surpris du physique d'Ashton Hall de Takaju. Ce dernier explique s'être assuré d'avoir un corps musclé et résistant car son pouvoir a des conséquences physiques. Yu est étonné qu'il aille si loin. Takaju dit qu'il devra aussi aller loin car il pourrait un jour affronter une épreuve difficile à surmonter. Yu demande comment améliorer son pouvoir de possession de 5 secondes. Takaju change de sujet, parlant de sa vie amoureuse. Yu dit avoir été largué par une bombe à cause de ses pouvoirs. Takaju suggère d'éviter la romance tant que leurs pouvoirs sont là. Yu demande quand les pouvoirs disparaissent. Takaju l'informe que c'est à la remise des diplômes. Le lendemain, au petit déjeuner, la cible arrive et menace d'appeler la police. Tomori dit qu'il sera aussi arrêté. Étant sur une propriété privée, elle évoque qu'il a secrètement joué à Superman et il essaie de le nier. Mais elle le piège, le forçant à voler. Après une lutte, l'homme volant tente de s'échapper, mais Yu prend son corps et atterrit en sécurité avant de revenir au sien. Taimu Hancock gît blessé. Taimu rit, lui révèle leurs pouvoirs et lui conseille d'arrêter de les utiliser. Quand Yu rentre, il remarque qu'Ayumei a un rhume, alors il l'aborde. Le lendemain, Yu vérifie sa température. Elle est encore malade. Elle s'excuse de ne pas faire le petit déjeuner, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter et de rester au lit. À l'école, le professeur fait l'appel. Quand il arrive à Ayumi, il annonce son absence pour rhume, ce qui met mal à l'aise un garçon. Au bureau, les nerds du conseil se détendent. Quand Takaju entre comme un titan, localise un endroit sur la carte et annonce que le pouvoir de leur cible est effondrement. Yu demande ce que c'est et Tomori dit que c'est la capacité de tout briser. Il trouve étrange que le pouvoir ne s'appelle pas destruction. Quand elle demande où est la personne, Takaju révèle qu'ils sont à l'immeuble d'appartement de l'école. Yu trouve normal que des gens de leur école aient des pouvoirs. Tomori souligne qu'il est inhabituel qu'une personne avec des pouvoirs soit à la maison à cette heure, car aucun parent n'en aurait. Elle prédit un malade. Yu réalise que c'est Ayumei. Il leur dit qu'elle est au lit avec de la fièvre. Tomori dit que les frères et sœurs ont plus de chances de développer des pouvoirs et suggère à Takaju d'aller la voir. Yu dit que ce serait trop de monde, alors Tomori suggère d'y aller seul. Yu se souvient qu'Ayumei est fan de Yusa et sera ravi de la rencontrer. Le fanboy est un problème. Il essaie de le posséder pour le faire sauter par la fenêtre. Voyant cela, Tomori réalise que Bonnie Blue est arrivée. Quand Takaju se précipite aux fenêtres, elle lui donne un super coup de pied à travers la vitre et il tombe de plusieurs étages. Yu est content de l'aide de Tomori, mais Yusa a peur pour sa vie. Tomori lui dit que Takaju ira bien tant qu'il ne tombe pas sur la tête, car il porte une armure. Elle appelle l'ambulance et dit qu'ils iront voir Ayumei après l'école. Plus tard, Tomori va au dépanneur pour lui acheter quelque chose, les autres sont d'accord. En chemin, Yusa dit à Yu qu'elle ne vit pas avec ses parents et Tomori révèle qu'elle s'est habituée à vivre seule. Il se souvient que la mère de Tomori l'a vendue à des scientifiques, comprend sa méfiance et la chance d'avoir une sœur. Après leurs achats, Yu n'a pas assez d'argent. Tomori propose de payer et ajoute des enoki au panier. Yu demande pourquoi les enoki. Elle vante leur excellence avec le riz, il la laisse les prendre. Yusa choisit des biscuits danois chers. À l'appartement, Yu avertit Yusa que sa présence pourrait rendre sa sœur folle ou lui faire saigner du nez, car elle est fan.
Alors Yusa porte un masque pour se déguiser. Yu prend les devants, mais en entrant, il voit des chaussures et suppose qu'il y a des invités. Dans sa chambre, il voit 3 camarades, dont Nomura, la déléguée aux cheveux violets. Le garçon se présente comme Oikawa et commence à la flatter. Nomura lui rappelle qu'Ayumei l'a déjà repoussé. La troisième est Koinichi, une fille émo qui salue Yu en langue Nezuko avant de partir avec les autres. Remarque qu'elle pleure, mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, elle s'enfuit. Après leur départ, Tomori arrive et Ayumi est ravie de la voir. Yusa arrive ensuite et la salue. Mais malgré son déguisement, Ayumi la reconnaît et son nez se met à saigner comme un robinet. Tomori l'aide à arrêter l'hémorragie. Une fois calmée, Yusa lui donne les biscuits, mais Ayumi panique que son idole ait dépensé pour elle. Alors Yu lui dit de considérer Yusa comme sa camarade pour l'instant. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe savoure la nourriture. Après avoir mangé, Yusa reçoit un appel de son patron pour aller travailler. Alors qu'elle se prépare à partir, Yu la remercie d'être venue. Après son départ, Tomori voit l'évier rempli de vaisselle sale, mais comme la plupart, Yu essaie de s'en débarrasser. Alors Tomori attrape sa chemise et le menace de lui couper les bijoux de famille s'il ne les lave pas. Pendant qu'ils font la vaisselle, Ayuma les taquine, disant qu'ils sont comme un couple marié. Yu lui dit de manger la télévision. Quand elle l'allume, elle voit Yusa sur scène et s'emballe à nouveau. Peu après, Yu lui donne des médicaments et la borde, mais Ayumei dit qu'elle a peur de dormir à cause d'un mauvais rêve la nuit précédente. Quand Tomori l'interroge, Yu la réprimande de vouloir faire revivre le cauchemar à sa sœur et elle décide de partir car il est déjà tard. Devant la maison, Tomori dit à Yu de demander à Ayumi son rêve car il pourrait contenir un indice pour résoudre le mystère. Et comme il s'appelle effondrement, elle prédit que ce serait une capacité dangereuse. Quand Yu rentre, il lui demande ce qu'elle a vu et elle décrit le sol qui s'ouvre. Alors il lui dit qu'elle rêve de Dragon Ball. Pour la calmer, à l'école le lendemain, il en parle aux autres. Tomori demande à Yu de la garder à la maison ce jour-là pour qu'il puisse élaborer un plan pour la protéger. Plus tard, Yu vérifie Ayumi et voit qu'elle va beaucoup mieux. Mais malgré ses plaintes, il lui dit de rester à la maison. Cependant, dès qu'il part, elle s'échappe du dortoir et se dirige vers l'école. Peu après, Tomori informe Yu que sa sœur a ignoré son avertissement et lui dit d'aller la voir immédiatement. Quand Ayumei arrive à l'école, Oikawa tente de la forcer, mais Nomura le pousse contre le mur pour lui permettre de s'échapper. En courant dans le couloir, elle voit Konishi qui s'effondre car Oikawa l'a abandonné pour Ayumei. Elle se met alors à la poursuivre avec une lame. Ayumei essaie de s'enfuir mais finit par atteindre une impasse. Alors qu'Ayumi prie pour que quelqu'un la sauve, sa capacité s'active soudainement et elle tombe alors que tout le bâtiment s'effondre. Voyant cela, Yu fouille désespérément les débris pour trouver sa sœur, mais une grosse pierre se brise et lui tombe dessus. Yu se réveille à l'hôpital, l'infirmière appelle le médecin, Yu demande à Yumei, le docteur lui annonce son décès. Il est sous le choc, Someda, un détective, l'interroge. Au mémorial d'Ayumei, Yu, seul et désespéré, est accablé par sa mère qui lui dit de l'oublier. De retour, il pose une photo d'Ayumei. Une larme coule, il réalise n'avoir jamais montré son appréciation. Pleurant, Yu admet l'avoir tenue pour acquise, n'ayant jamais cru la perdre. Il regrette de ne plus pouvoir lui dire son amour. Plus tard, Yu se réveille, ne trouve qu'une boîte de nouilles. Il passe des heures à manger des nouilles devant la télé quand la sonnette sonne. Par le Judas, il voit Yusa et Takuju l'inviter au Burger King, mais il refuse. Takuju remarque que Yu n'est plus là. Misa prend le corps de Yusa et ordonne de casser la porte. Takuju dit qu'il ne peut pas passer cette porte en vibranium. Elle essaie de la brûler mais éteint ses flammes, réalisant l'inutilité. Elle comprend sa douleur de sœur. Elle redevient Yusa. Yusa demande. Takuju dit de lui laisser du temps. Ils reviendront plus tard. Yumi vient voir Yu, la sécurité l'aide. Elle lui propose son aide, mais Yu lui dit froidement qu'il n'a besoin de rien. Il n'a rien. Elle rétorque qu'il ne mange que des nouilles et lui propose des crêpes. Yu dit que crêpes et ramen ont la même valeur nutritive, mais elle lui dit de sortir. Quand il accepte, elle est soulagée. Yu lui demande d'aller lui chercher des ramen. Mais quand elle lui demande de venir, il refuse, alors elle dit qu'elle ne partira pas sans lui. Ça l'agace tellement qu'il lui demande si elle essaie d'être sa mère. Yumi dit que non et lui conseille de sortir, affirmant que son cœur se flétrira s'il reste enfermé. Il lui dit à nouveau qu'il n'a rien, mais elle continue d'insister. Alors il lui jette des gobelets de ramen vides et lui dit de rentrer. Après son départ, Yu s'habille pour aller chercher des ramen, mais des détectives de police arrivent à sa porte. Ils réalisent qu'ils utilisaient Yumi pour le faire sortir et l'interroger. Alors il utilise ses pouvoirs pour les faire s'éliminer avant de partir.
Après avoir acheté de la nourriture au dépanneur, Yu décide d'aller loin pour que personne ne le trouve. Il prend un train pour un hôtel dans une autre ville. Là, il troque les nouilles contre des pizzas Domino's en regardant Steel Ball Run. Voyant que Netflix refuse de sortir l'épisode 2, il quitte l'hôtel et se promène, sûr que personne ne le trouvera. En traversant la ville, il voit des geeks jouer à Call of Duty en arcade. Il essaie le jeu et devient obsédé, y jouant des heures chaque jour pour le frisson de tuer des monstres. Un jour, en arrivant à l'arcade, il voit des voyous jouer. Il s'impatiente et s'énerve, ça les met en colère, alors il le traîne dehors pour le tabasser. Dans une ruelle vide, il le plaque contre un mur et tente de l'attaquer, mais il prend le contrôle de l'un d'eux et utilise son corps pour frapper le chef. Après avoir rendu son corps, le type essaie de le frapper, mais il saute immédiatement dans le corps de son partenaire et le frappe d'un coup de genou. Le chef essaie d'attaquer Yu avec un couteau, mais Yu prend le contrôle de son esprit et l'utilise pour poignarder son sbire avant de lui cogner la tête contre un mur de briques. Alors que le voyou essaie de comprendre ce qui se passe, Yu le poignarde 2 fois à la jambe et le menace de le tuer s'il le poursuit encore. En rentrant chez lui, Yu est encerclé par un gangster nommé Oz et son gang. Mais il fait en sorte que les gangsters se battent d'entre eux et menacent de poignarder les yeux de Oz jusqu'à ce qu'il admette sa défaite. Les jours suivants, Yu est approché par d'autres gangsters. Il les bat tous avec ses pouvoirs et réalise que posséder les gens est plus amusant en vrai que dans les jeux. Un soir, Yu essaie de rouler un joint, mais Tomori arrive, le lui retire des mains, révélant qu'elle le suivait pour l'empêcher de déraper. Elle le ramène, lui prépare un riz omelette. Il est surpris que ça ait le même goût que ceux d'Yumei. C'est la recette de sa mère, révèle-t-elle. Yu réalise qu'il n'appréciait pas la cuisine d'Yumei, alors il engloutit le riz omelette, les larmes aux yeux. Après, Yu décide de retourner au conseil étudiant. Tomori accepte, il lui sourit. Le lendemain, Yu, habillé, salue la photo d'Yumei et part. En classe, Yusa l'accueille joyeusement, rendant jaloux les autres. En regardant Tomori, Yu se souvient de sa promesse de l'aider. Yusa fait un charme qui rend fou les garçons, surtout Takuju. Les idiots se disputent. Yu est heureux que tout redevienne normal. Il se souvient de son mauvais traitement envers Iyumei et va s'excuser. Pendant le déjeuner, Speedy fait sa routine. Il fonce à la cafétéria et s'écrase. Quand Yu arrive, l'idiot à lunettes lui présente son curry, le cerveau dégoulinant de jus de tomate. Yu le remercie pour ce repas spécial. En goûtant, il le trouve aussi délicieux que la dernière fois, mais un message de collaborateur interrompt leur moment. Takuju dit à Yu de manger vite pour qu'ils puissent se retrouver. Après avoir avalé leur repas à la vitesse de l'éclair et couru comme des chevaux, Tomori leur dit quand même qu'ils sont en retard. Tomori suggère ensuite de regarder une vidéo de Yusa, ce qui fait jubiler le fan numéro 1 comme s'il avait gagné au loto. Quand Tomori lance la vidéo, il voit Yusuda chanter l'opening de Demon Slayer avec tant de talent que Takuju essaie de faire du motorboat sur l'écran jusqu'à ce que Tomori le repousse. Après la vidéo, Yusa les remercie. Yu demande à Takuju son impression, mais l'âme de son pote a déjà dérivé vers le Wikomundo. Tomori dit que la vidéo n'était pas si mal, ce qui rend Yusa heureuse jusqu'à ce qu'elle lui retire des points pour s'être appelée Yukaren. Quand Tomori demande combien de points il lui reste, elle fait des calculs dignes d'Einstein et conclut qu'elle a 29 points, une note éliminatoire. En entendant cela, Yusa la supplie de reconsidérer sa note. Alors Tomori lui donne 80 points, mais quand elle commence à célébrer avec le nerd, elle réduit les points à 19. Alors que Yusa est figée d'incrédulité dans le coin, Takaju supplie Tamari d'être plus gentille. Alors Tamari admet que sa vidéo se vendra avec la note maximale, même si elle n'est pas fan, ce qui les fait célébrer. Quelques minutes plus tard, Yu se plaint que le collaborateur tarde trop à arriver, mais Tomori dit qu'il ne viendra pas ce jour-là. Quand Yu demande pourquoi ils ont été convoqués, elle leur présente un billet pour un concert de Jian. Et comme Yu ne sait pas qui ils sont, Takaju explique que c'est un groupe de rock que Tomori aime. Cependant, Tomori le corrige avec colère, affirmant qu'ils font du post-rock, pas juste du rock, et Yu ne sait pas ce que ça veut dire. Alors il demande ce qu'est le scroc. Les réponses sont plus complexes que les règles du jeu de l'abattage, mais Tomori dit que ça n'a pas d'importance et les informe qu'elle a 2 billets pour un prochain concert de Jian. Yusa ne comprend pas pourquoi elle leur dit ça, alors Takaju lui explique que Tomori veut que l'un d'eux l'accompagne. Quand elle demande qui est prêt à l'accompagner, Takaju dit qu'il n'est pas intéressé et demande à Yu d'accepter l'offre. Et Yusa soutient l'idée, disant que c'est l'occasion parfaite pour lui d'être seul avec Tomori. Au lieu d'accepter, Yu soutient qu'ils n'ont pas encore demandé à Misa, mais Misa prend immédiatement le dessus et dit qu'elle n'ira que si Cardi B vient. Tomori lui dit clairement que sa préférée ne viendra pas. Alors elle quitte le corps de Yu et Yu accepte enfin l'offre.
Sur le chemin du retour, il voit une dame étrangère aveugle aux cheveux roux et dès qu'elle le dépasse, il ressent la même chose que lorsqu'il a écouté Jean pour la première fois. Quand il l'appelle, elle se précipite vers lui et lui demande où trouver des nouilles ramen, alors il l'y emmène. Peu après, ils arrivent au restaurant de nouilles et passent leur commande. Mais Yu est triste car Mei n'est plus là pour lui préparer le dîner. Quand le serveur vient leur apporter leur plat, il panique en voyant la dame rousse de près et elle se présente comme Sala, la chanteuse de Jean. Il se met à trembler et lui demande un autographe. Quel signe? En goûtant, elle se plaint que la pâte est trop fine, mais Yu dit que c'est comme ça au Japon, elle admet alors que c'est délicieux. Après le repas, ils sortent. Sala remarque que Yu a perdu un être cher. Il lui parle de la mort d'Ayumi et l'emmène chez lui pour qu'elle se recueille. Là, Yu appelle Tomori et lui dit qu'il est avec la chanteuse de Jin, pensant qu'elle serait ravie. Tomori absente, Yu emmène Sala dans un autre resto de nouilles où elle dévore des ramen. Dans le train, il l'interroge sur sa cécité. Elle raconte sa gloire à la Taylor Swift, puis sa chute. Elle est devenue chanteuse d'un groupe, sacrifiant sa vue. Yu demande à Tomori d'organiser une rencontre entre son frère, fan de Jean, et Sala pour l'aider. Elle accepte. Ils arrivent chez Kazuki, effondrés. Sala chante un classique, ce qui l'aide à se calmer. Yu est si heureux que les larmes lui montent. Sala admet être heureuse. Tomori appelle Yu et le remercie pour son frère. Le lendemain, Yu essaie des tenues, mais son aura chute. Il se demande pourquoi il s'énerve. Il choisit une tenue de Justin Bieber fauchée et dit au revoir à la photo d'Ayumi. Peu après, il rencontre Tomori au parc habillé en citadine. Ébloui par sa beauté, il peut à peine parler. En marchant, il demande ce qu'ils feront, ayant du temps avant le concert. Tomori veut du merch, car après le concert, tout sera parti. Yu est surpris de sa passion, elle qui a refusé de voir la chanteuse, mais elle cherche une coque de téléphone high-tech. Elle lui demande son achat, il veut des coques assorties, mais elle dit non. À la boutique de merch, la file est longue. Tomori essaie d'avancer, mais Yu fait le pitre. Elle lui demande de la suivre. Elle lui prend la main, Yu est surpris, il la croyait hostile, mais elle est amicale. Il sent quelque chose d'étrange. Quand elle demande, il dit être surpris par la file. Tomori dit que c'est courant pour une marque mondiale, la salle est trop petite. Après l'achat, Tomori s'extasie sur la coque. Yu est surpris de sa passion. Peu après, il s'installe dans la salle de concert et regarde Sala chanter des versions bootleg de chansons de Rihanna. Alors que la foule applaudit, Yu ressent une étrange sensation, ce qui le trouble. Sala annonce ensuite qu'il est temps de chanter sa nouvelle chanson japonaise intitulée Trigger. En chantant, Yu réalise qu'il a déjà entendu cette chanson. Quand elle arrive aux parties entraînantes, l'esprit de Yu est inondé de souvenirs et il est submergé par d'étranges souvenirs qui le font crier fort au milieu de la performance. Il y a quelque temps, Yu et Ayumi étaient au cybercentre et Yu était si impressionné par la chanson qu'il l'a entendue qu'il a failli sauter de son siège. Quand Ayumi lui a demandé ce qui n'allait pas, il a dit que la nouvelle chanson de Yann l'avait étonné et a juré qu'il n'oublierait jamais cette chanson, quoi qu'il arrive. Quand ils ont été appelés pour le dîner, Ayumi s'est immédiatement précipité. Mais alors que Yu essayait de la suivre, un vieux chercheur l'a interpellé et lui a dit qu'il avait pitié d'eux. Yu lui a demandé pourquoi il était toujours là et le vieil homme a répondu que c'était là qu'il avait trouvé refuge parce qu'il aimait les idées audacieuses. Le vieil homme a ensuite raconté comment le premier homme qui a défié le modèle géocentrique était un hérétique qui a été dépouillé de son pouvoir et de son autorité et a affirmé qu'il était comme ce type. Dans la file d'attente, Ayumi a célébré le fait qu'il mangeait du curry, mais Yu a dit que cela aurait le goût de la médecine à cause de toutes les drogues amplificatrices de pouvoir dont ils étaient imprégnés. Mei croyait au pouvoir de rendre heureux. Yu expliqua que Shun ne pouvait pas venir, ses pouvoirs spatio-temporels étant trop perturbateurs. Elle vantait Shun, le prochain Gojo, mais Yu lui a couvert la bouche. Ses pouvoirs incroyables l'ont fait enfermer. Le plat suivant avait un goût de drogue, comme attendu. Yu n'avait dit aux scientifiques que son pouvoir était de posséder 5 secondes. Ses vrais pouvoirs l'auraient fait enfermer, tel son frère. Takahito lui annonça avoir trouvé un télépathe et lui tendit un papier. Après dîner, les gardes prirent Takahito. Mei demanda pourquoi ce traitement. Yu répondit « capacité spéciale ». Mei fut emmenée. Yu protesta, elle n'avait pas de pouvoir, mais ils le taserèrent et la prirent. Yu apprit un séisme, la porte était bloquée. Le vieil homme lui dit que les scientifiques avaient extrait les pouvoirs d'Ayumei, causant le séisme. Il demanda à Yu d'utiliser ses vrais pouvoirs, le pillage. Yu se précipita avec la carte de Takahito, absorba les pouvoirs du télépathe. Il informa télépathiquement Shun qu'Mei était en danger et qu'il venait le sauver avec son saut temporel. En chemin, il rencontra un homme avec un pouvoir de phase qui le laissa le voler et il l'utilisa pour entrer dans la chambre de Shun et le libérer. Shun jura de changer le monde pour sauver tout le monde, mais les gardes le tuèrent. Yu se réveille à l'hôpital et dit à Tomori qu'il a un frère aîné. Takahito entre et dit qu'ils sauveront Ayumi avec le pouvoir de Shun.
Tomori demanda à les rejoindre car Shun les avait soutenus, elle et son frère. Takahito les emmène dans un bâtiment souterrain, leur plus grand bastion. Yu rencontre enfin Shun, aveugle, qui décide de tout leur raconter. Lors de l'évasion, Shun utilisa son saut temporel pour échapper au tir des gardes et se réveilla dans le passé quand Ayumei, Yu et lui étaient jeunes et heureux. Quand Ayumei lui dit son âge, il réalisa qu'ils avaient 3 ans avant que les scientifiques Roleshow ne les rattrapent. Il rencontra Takahito et lui dit qu'il voulait changer le monde ensemble. Même si ce Takahito du passé ne comprenait pas, il le plaqua et révéla ses pouvoirs de saut temporel. Ils devinrent amis. Takahito l'emmena dans un bâtiment où il rencontra son petit groupe de surdoués. Takahito le présenta comme un voyageur temporel du futur, mais Shichino dit que c'était absurde. Shun l'appela par son nom et souligna son pouvoir de traverser les objets, mais une seule paroi l'épuisait. Choqué, Shun passa à Madoki qui avait le pouvoir d'hypnotisme, la capacité d'endormir les gens, mais elle s'endormait aussi. Il appela le dernier membre, Maru, qui pouvait effacer les souvenirs avec précision, mais devait être en contact physique prolongé pour les chercher. Shichino dit qu'il avait tout entendu de Takahito, mais Midoki affirma que Takahito ne révélerait jamais leur secret ainsi. Quand elle demanda pourquoi ils venaient du futur, il leur raconta les épreuves des gens avec pouvoir et révéla leur plan futur. Il affirma que la seule façon de l'empêcher était de rassembler tous les êtres dotés de pouvoir et de se protéger mutuellement. Avec le temps, d'autres surdoués rejoignirent leur groupe, devenant une sorte de X-Men. Mais au final, ils n'étaient que des gamins, et les scientifiques les capturèrent. Les choses dégénérèrent toujours après qu'un imprudent attaquait les chercheurs pour sauver un camarade. Lors d'une réunion, Shun accepta qu'il n'était pas assez fort pour se protéger à cause de leur jeune âge et suggéra de demander l'aide des adultes. Shishiro argua que les adultes n'étaient pas fiables, et Midoki déclara qu'un adulte sans pouvoir ne pouvait pas les comprendre. Takahito suggéra alors de chercher des adultes qui avaient eu des pouvoirs, et tous acceptèrent d'essayer. Pour l'anniversaire de Shun, Ayumei et Yu organisèrent une petite fête familiale. Il eut l'idée de lever quelques millions de fonds pour leur mission. Lors d'une réunion des Chibi Avengers, Shun leur parla de son idée de collecte de fonds et de son plan pour remonter le temps et recueillir des données sur les courses de chevaux et les loteries. Après avoir amassé une fortune générationnelle grâce au jeu, il prévoyait de les réunir à nouveau et de construire une organisation que les scientifiques ne pourraient pas contrer. Dans le passé, sa vue s'altérait, ils ont vite recruté des membres et planifié de lever les fonds. Shun a dû faire d'autres sauts, sa vue baissant, il porta des lunettes. Son pouvoir lui montrait sa vie pour voyager. S'il perdait la vue, il ne voyagerait plus. En réunion, des membres furent capturés et Takato suggéra un lieu sûr. Peu après, Shun fêtait son anniversaire en famille. Yu parla de l'école, lui donnant une idée pour résoudre ses problèmes. Plus tard, il dit à Takahito qu'il devait faire un dernier saut temporel même s'il risquait de devenir aveugle. Quand Takahito demanda ce qu'il ferait, il répondit qu'il créerait une école pour protéger ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui les développeront. Shun effectua son dernier saut temporel et perdit la vue pour de bon. Ensuite, il fonda l'Académie Star Ocean et demanda à Takeda d'effacer les souvenirs qu'avaient ses frères et sœurs de lui afin qu'ils puissent agir dans l'ombre. Il lui demanda ensuite de créer d'autres écoles pour les gens avec des pouvoirs partout dans le monde. Mais Takeda se plaignit qu'il deviendrait une cible, alors Shun suggéra de cacher son visage avec ses cheveux et de se verser de l'eau dessus pour se déguiser. Ce soir-là, Shun et sa bande arrivèrent chez lui, et après que Midoki ait assommé les Bratz avec son hypnose, Maru effaça leurs souvenirs. De retour au présent, Shun dit à Yu d'utiliser sa capacité de saut temporel avec son pouvoir de pillage. Tamari révèle qu'elle connaît les vrais pouvoirs de Yu depuis le début. Elle l'informe aussi qu'il a volé les pouvoirs de tous ceux qu'il a possédés durant leur mission. Yu le teste immédiatement en utilisant la télékinésie. Ensuite, Yu prend le pouvoir de saut temporel de Shun et l'utilise pour voyager dans le temps jusqu'au jour où Iyumi est tombée malade. Lors de la réunion où l'utilisateur de l'effondrement fut initialement annoncé, il leur dit maintenant sans détour que c'est IUMI la cible et demande à Tomari de venir seul avec elle à son appartement. Ce soir-là, Yu dit à Tomori qu'il est là pour empêcher la mort d'Iyumi et il la remercie de l'avoir ramenée à la lumière dans la chronologie originale après l'avoir perdue. Le jour où l'effondrement devait se produire, Yu utilise son pillage pour voler la capacité d'Ayumi, puis attend dans le casier que Koenishi attaque Ayumi avant de sauter pour l'effrayer. Ensuite, Yu rencontre Takito et Midoki et leur demande de l'emmener voir Shun. Quand ils arrivent au repère de Shun, Ayumi demande qui il est et Yu révèle qu'il est leur frère. Shun lui explique alors qu'il lui a fait retirer ses souvenirs de lui pour des raisons très importantes et dit à Yu qu'il a demandé à Yu-Maid de venir là parce qu'il sait que Yu a éveillé ses pouvoirs de pillage. Après que Yu lui ait tout expliqué sur la façon dont il a utilisé sa capacité de saut temporel, Shun loue ses efforts mais dit qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie paisible qu'ils menaient autrefois car Yu
possède maintenant le pouvoir ultime, ce qui ferait que d'innombrables groupes le poursuivraient. Il décide que Yu restera avec eux jusqu'à ce que son pouvoir disparaisse et révèle que le bâtiment dans lequel il se trouve est un centre de recherche qu'il a créé pour étudier les pouvoirs surnaturels, ce qui en fait l'endroit le plus sûr pour Yu dans tout le Japon. Shun les emmène ensuite au laboratoire où Yu rencontre le vieil homme qui l'a aidé dans le passé. Et Shun le présente comme le docteur Sumi, le chef du département de recherche. Quand Yu demande où ils sont, Sumi explique que c'est un laboratoire où ils développent un vaccin pour prévenir une autre épidémie de la maladie de Yu. Mais cela déroute Yu, alors il explique que leurs pouvoirs surnaturels sont une maladie et ils veulent pouvoir vacciner chaque personne sur Terre avant que la poussière ne retombe. Yu demande ce qu'est la poussière. Alors le vieil homme explique que Charlotte est une comète qui s'approche de la Terre tous les 75 ans et quand elle le fait, une poussière mystérieuse pleut sur la Terre. Ceux qui respirent cette poussière développent des pouvoirs spéciaux lorsqu'ils atteignent leur stade de vie le plus émotionnel. Il y a 400 ans, la comète s'est approchée de la Terre de manière inhabituelle et a déchaîné un barrage de poussière. Et parmi ceux qui ont respiré la poussière se trouvaient les personnes qualifiées de sorcières en Europe. Craignant leur pouvoir magique, les gens ont mené une chasse aux sorcières, entraînant le massacre de milliers de personnes. Après le passage de la comète il y a 12 ans, de jeunes gens avec des pouvoirs ont commencé à réapparaître, donc Xuan et Yu. Sumi affirment qu'ils travaillent sur un vaccin pour s'assurer que cela n'arrive jamais, et Yu est heureux d'entendre cela car il pense que cela résoudra tout. Cependant, Shun dit que la protection ne s'étendra qu'à ceux sous leur influence au Japon, car des chasses aux sorcières se produisent donc toujours partout dans le monde. Yu dit que cela ne les affecte pas, mais Shun dit qu'il a tort, car ceux qui ont des pouvoirs à l'étranger pourraient un jour s'unir comme l'Akatsuki et plonger le monde dans le chaos. Quand Yu demande si le vaccin peut aider, Shun dit qu'il ne peut empêcher que de nouveaux symptômes d'apparaître, mais il n'affectera pas ceux dont les pouvoirs ont déjà germé. Yu suggère alors de faire un médicament pour guérir cela, mais Shun dit que c'est impossible car créer un nouveau médicament est un processus qui prend des années, mais il promet ensuite de protéger ses frères et sœurs quoi qu'il arrive. Gyu accepte enfin son plan, mais demande à Shun de rendre ses souvenirs à Iyume. Shun dit que c'est impossible. Quand Yu mentionne avoir retrouvé les siens, Shun explique que son cas était dû à un déclencheur rare, irréplicable. Yu se sent mal, Shun lui dit de se concentrer sur les souvenirs futurs et se présente à elle. Il les présente à l'équipe qui s'amuse aussitôt avec Ayumi. Plus tard, Shun enseigne à Ayumi des formules de physique de jonglage sous le regard de Yu, mais Madoki arrive et lui demande de la suivre. Il rejoint les autres pour un jeu de société, et après chaque échec, il réalise que Yu n'a même pas 10% des cellules cérébrales de son frère. Takito informe ensuite qu'il a trouvé une personne super puissante, et Yu demande à l'accompagner au conseil étudiant, mais tous refusent. Quand Takahito monte en voiture, il dit au chauffeur, Furuki, d'aller à l'académie Star Ocean, mais il remarque que le chauffeur agit bizarrement. Takahito voit Furuki prendre un virage étrange. Furuki doit l'emmener ailleurs, sa famille menacée. Surpris qu'il ait une famille, Furuki explique qu'il aurait été viré et le supplie de pardonner. Ils arrivent à un bâtiment abandonné. Des étrangers menacent la famille de Furuki. Le colosse assomme Takahito. À son réveil, il le torture pour qu'il révèle tout sur Shun et l'organisation. Le soir, des hommes entrent chez Tomori. Elle en assomme un, mais le cogneur du groupe l'assomme. Les terroristes appellent Shun, ils ont capturé Tomori et veulent l'échanger contre Yu. Ils ont extrait les infos de Furuki et Takahito. Ils menacent la famille de Furuki si son saut temporel est utilisé. Shun informe les autres. Ils élaborent un plan pour que Yu fasse un saut temporel sans être remarqué. Shun explique le plan à Yu, qui se plaint d'être un bozarien incapable de le faire. Il est si énervé que son pouvoir d'effondrement provoque un tremblement de terre, mais Shun le calme et lui dit de faire un saut temporel si la situation dégénère. Plus tard, Furuki emmène Yu au repère des terroristes. Il lui donne une clé pour retrouver sa famille. Yu tente de piller leur pouvoir, mais ils sont désarmés et l'assassin du groupe l'attaque soudainement et le blesse à l'œil. Cela l'empêche de faire un saut temporel, alors il utilise la télékinésie pour les maîtriser, mais l'assassin le poignarde au bras, alors il détruit tout le bâtiment par effondrement. Quand les autres viennent le voir, ils constatent qu'il est blessé, alors Shun leur dit de le ramener à la base. Cependant, quand il court voir Takahito, il voit qu'il s'est sacrifié pour sauver Tomori et cela fait pleurer Shun d'agonie. Quand Yu se réveille, il se souvient instantanément de son attaque par l'assassin ennemi et cela le panique tellement que son pouvoir d'effondrement s'active. Cependant, Shishiro lui injecte un médicament qui l'aide à se calmer et l'informe que 2 jours se sont écoulés depuis son opération. Peu après, les autres arrivent, et Yu les interroge sur Tomori. Il l'informe que Takahito l'a sauvée et qu'elle se rétablit dans l'autre pièce. Quand il demande comment va Takahito, tout le monde se tait soudainement et Yu réalise qu'il est mort.
Yu demande à Midoki si ce genre d'événement se répétera à l'avenir et elle répond qu'il y a de fortes chances car même si Maru a effacé les capacités de ces étrangers, d'autres pourraient venir le chercher à l'avenir. Après leur départ, Ayumi arrive et lui raconte à quel point Shun est brisé depuis qu'il a perdu Takihito. Quelques heures plus tard, Takaju rend visite à Yu et lui donne le curry qu'ils aimaient pendant leurs années scolaires. Il informe ensuite Yu que Tomori sera bientôt libéré car ses blessures ne sont pas très graves et dit qu'il regrette de ne plus les avoir tous les deux dans la salle du conseil étudiant. Peu après son départ, Yusa arrive avec son ragoût à la crème faite maison et nourrit Yu jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il se sent mieux. Pendant qu'elle nettoie la vaisselle, il demande à Misa de prendre le relais. Et quand elle le fait, il lui demande où vont les morts après leur décès. Misa dit qu'elle n'est pas sûre car elle est toujours là, mais elle suppose que lorsque Yusa perdra ses pouvoirs, elle flottera simplement vers Asgard. Il lui dit ensuite qu'il a récemment frôlé la mort et lui conseille d'aller voir les gens qu'elle aime tant qu'elle a le temps. Misa lui parle ensuite de leurs parents, alors il lui conseille d'aller les voir avant que Yusa ne perde ses pouvoirs et elle accepte. Quand elle rend les commandes à Yusa, Yu lui demande ce que font ses parents et elle répond qu'ils tiennent un bar à soba dans les montagnes de la préfecture de Nagano. Il lui dit ensuite d'aller les voir dès que possible, alors elle se précipite pour le faire. Après son départ, Yu renonce à voir Tomori et rentre regarder la dernière émission de Yusa. Yusa goûte les soba, dit que c'est délicieux, Yu la trouve trop simple pour animer. Misa prend le contrôle, expliquant son amour du plat en larmes. Elle remercie ses parents, son attitude leur rappelle Misa et il pleure. Plus tard, Yumei lui apporte un bento d'omelette au riz. En mangeant, il trouve ça délicieux, c'est le même ingrédient secret des soba de Misa, l'amour. Il dit que c'est délicieux, elle le nourrit plus. Quelques jours après, Yu marche. Midoki le félicite et à une question, des heures plus tard, Yu retrouve son frère sur le toit. Shun est aussi déprimé que lui après Ayumi. Shun dit que des terroristes arriveront au Japon, Takahito partit. Après, Yu retourne à sa chambre, choqué de voir Tomori. Il lui parle des terroristes, ne voulant perdre personne ni voir ses amis souffrir. Il veut agir avec ses pouvoirs, mais ne sait comment. Il demande à Tomori, Tomori, une seule voix. Quand il demande comment, elle dit qu'il doit voler tous les pouvoirs. C'est risqué, il deviendrait un dieu destructeur d'humanité, son esprit ne tiendrait pas. Alors qu'elle s'éloigne, Yu la rappelle et dit qu'il le fera par amour. Il lui rappelle son aide, elle l'attendra après avoir sauvé tout le monde avant d'être sa copine. Elle lui demande de prendre ses pouvoirs et il hésite. Son rêve est d'être humaine, il lui prend l'invisibilité. Yu révèle son plan de piller tous. Shun part à l'étranger, Misa et Takaju arrivent, lui demandent leurs dons, Takaju donne à Yusa la lettre d'adieu de Misa. Yusa pleure, mais est heureuse que Misa ait été là. Yu arrive aux États-Unis, l'agent l'interroge, il dit « tourisme ». Plus tard, il achète une clé USB. Sur sa tablette, il voit des candidats. Il prévoit de voir le chef d'un groupe criminel et attend dans sa voiture, anticipant son pouvoir. L'homme arrive, Yu lui vole ses pouvoirs et le menace. Il ne peut pas lire l'esprit de Yu. Yu prouve sa télépathie en lisant ses pensées. L'homme confirme son pouvoir volé. Yu lui demande le nom du chercheur. Yu découvre que le chercheur s'appelle Angelo. Yu sort de la voiture, cherche Angelo, neutralise les sbires et vole sa recherche. Yu teste les pouvoirs de recherche avec une carte. C'est comme Google Maps montrant les méta-humains. Yu les traque, neutralise des gangsters et prend leurs dons. Il se déplace comme Batman, cible ses surpuissants et vole leurs dons. Un garçon arabe le nomme le faucheur borgne. Yu est gêné, il gèle une pomme, réalisant qu'il peut identifier les pouvoirs. Cette nuit-là, il informe Shun qu'il a pillé les capacités d'un pays, obtenant traduction universelle et insomnie. Zuen lui dit de ne pas trop stresser, mais Yu doit le faire, le temps presse. Le lendemain, il voit un camp où des hommes maltraitent des jeunes. Avec ses pouvoirs de traque, il constate qu'un groupe n'a qu'un méta-humain. Cette nuit-là, il tente de piller les capacités d'un garçon, mais découvre qu'il n'en a aucune. Il lui demande le but du camp. Le garçon ne veut pas trahir, mais Yu découvre par télépathie qu'ils sont des porteurs sans pouvoir éveillé. Problème, il ne peut pas piller ceux qui ne les ont pas. Mais se souvenant de Tsumi, il utilise ses pouvoirs pour aggraver les maladies et éveiller leurs dons. Il l'applique à un garçon, lui vole ses pouvoirs, il pille les autres. En Inde orientale, Yu est attaqué par des hommes armés. Il bloque leurs tirs avec un champ de force et les abat. Il trouve une fille soignant sa grand-mère. Malgré son malaise, il lui prend son don. En marchant, il réalise qu'il peut guérir son œil droit et sauver Takahito grâce à ses pouvoirs. Il refuse de tordre davantage les lois de la nature, car il doit purifier le monde. Une nuit, Yu tente de dormir à son hôtel, entend des voix, ce qui active sa capacité d'effondrement et détruit l'édifice.
Il se relève en mode mob psycho, tente de tuer un garçon mais s'arrête in extremis. Le lendemain, il voit la destruction d'une base rebelle et réalise que c'est lui. Ses somnambulismes, plus mortels que les extensions, le forcent à ne plus dormir. Des voyous l'attaquent dans sa chambre, mais il arrête leurs balles et les projette au plafond. En fixant les notes de Tomori, il a des flashs mais réalise qu'il ne se souvient plus d'elle. Il passe ensuite des jours à voyager et à collecter des pouvoirs comme des cartes Pokémon. En traversant le désert, il se demande pourquoi il fait ça, perd la tête et prétend qu'il dominera le monde pour devenir un dieu, mais la note de Tomori le ramène à la raison, il la porte en collier et visite d'autres pays pour piller des capacités. Après avoir pris le pouvoir d'un garçon en Chine, il se dirige vers sa cible finale, mais un homme l'attaque par derrière avec une arbalète, une fille apparaît et le défend. Quand l'homme l'attaque, Yu la sauve et pille la dernière capacité au monde, le courage. Yu est soulagé, il peut enfin rentrer chez lui. Mais en avançant, le voyou lui tire dessus plusieurs fois avec une arbalète jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Alors que l'homme s'apprête à l'achever, Shun arrive en hélicoptère et sauve Yu. Quand Yu se réveille, il voit Tomori qui le félicite d'avoir tenu sa promesse. Cependant, il lui demande qui elle est car il ne se souvient pas d'elle. Elle se présente comme sa petite amie qui a fait la note pour lui. Il lui dit alors que c'est la note qui l'a aidé à trouver son chemin. Alors, les larmes aux yeux, elle sourit et l'accueille. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Yu retrouvera-t-il ses souvenirs? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez plus de résumés d'anime, abonnez-vous et regardez cette vidéo à l'écran.